Oula. Et yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera des documents à fournir pour le visa. On va classer ça en plusieurs parties. Chacun va se retrouver dans la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir, je suis Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT, le 10+1, le monument vivant ou encore l'étudiant le plus connu d'Afrique. J'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome. Pour ce faire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quand tout ça c'est fait, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, on va compartimenter les documents à fournir en 4 volets. Pour ceux qui ne savent pas comment classer leurs documents ou comment ranger leurs documents pour pouvoir faire leur demande de visa, il vous suffit juste de suivre l'ordre des volets que je vais donner tout à l'heure. Dans le premier volet, il y a le volet administratif. Je vais développer dans pas longtemps. Le deuxième volet, il y a le volet pédagogique. Le troisième volet, il y a le volet hébergement. Et le quatrième, il y a le volet preuve financière. Donc, pour venir maintenant au premier volet qui est le volet administratif. Dans ce volet-là, la première des choses qu'il y aura à trouver, ce sera le formulaire de demande de visa long séjour. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur ce sujet. Je vais en venir dans une autre vidéo. C'est pour ça que j'ai dit d'activer la cloche. Donc, la première chose, ça va être le formulaire de demande de visa long séjour. La deuxième chose, on va vous demander les photocopies des 2 premières pages de votre passeport. En gros, la page identité, vous voyez. Et si vous avez déjà eu des visas que vous avez pris pour rentrer dans l'espace Schengen, il faudra aussi faire des photocopies de ces visas-là pour les mettre dans le volet administratif. Donc la première chose, c'est le formulaire de demande de visa que vous n'avez pas encore. La deuxième chose, ça va être les photocopies des 2 premières pages et de vos éventuels visas. La troisième chose, ça va être la quittance de paiement Campus France. C'est-à-dire, quand vous êtes parti payer à Campus France, là, Campus France vous a envoyé un papier sur votre compte. C'est écrit dessus quittance de paiement, qui est la preuve que vous avez payé à Campus France. Et grâce à cette quittance-là, vous aurez des réductions sur les frais de visa. Voilà, donc en troisième position, il y aura la quittance Campus France. En quatrième position, il y aura votre accord préalable d'inscription. L'accord préalable d'inscription, c'est quoi? Lorsque vous finissez de valider votre admission sur Campus France vous envoie un papier qu'on appelle accord préalable d'inscription. C'est ce papier-là que vous allez ajouter dans le volet aussi administratif. Et en cinquième position, dans le volet administratif, il y aura votre passeport original. Ça, c'était le volet administratif. Maintenant, il y a le volet pédagogique. Concernant ce volet-là, vous allez entendre des gens dire que ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de vous. Dans le volet pédagogique, en fait, vous allez ajouter les photocopies de tous vos bulletins que vous avez mis sur Campus France. C'est-à-dire, sur Campus France, si vous avez commencé par mettre vos bulletins depuis la classe de seconde, tous les bulletins, attestation de travail, quoi que vous avez mis sur Campus France, vous prenez toutes ces photocopies-là, vous les rangez dans le volet pédagogique. C'est tout ce que vous avez mis sur Campus France, même le CV si vous voulez, qui fera le volet pédagogique. Vous allez entendre les gens dire que non, c'est pas obligatoire de mettre les bulletins. Ça peut être vrai, mais vous ne perdez rien à mettre ça dedans. Si vous mettez vos bulletins à l'intérieur et que, arrivé là-bas, eux, ils prennent pas en compte, au moins vous avez mis. Mais si vous ne mettez pas et puis il s'avère que l'ambassade a besoin de ça, vous voyez que vous vous êtes créé des problèmes pour rien. Donc l'intelligence voudrait que on mette même quand ça sert à rien. Donc volet administratif, on a vu les 5 composants du volet administratif. Dans le volet pédagogique, je le répète, je ne vais pas citer parce que chacun sait comment il a fait son compte Campus France. Tous les justificatifs qui se trouvent dans votre compte Campus France doivent constituer le volet pédagogique. Donc le volet pédagogique est le deuxième volet. Maintenant on va venir au troisième volet.
Suivez bien l'ordre, ça vous permettra de ranger vos dossiers pour pouvoir les déposer. Le troisième volet, ça va être la partie hébergement. Dans la partie hébergement, vous avez le choix entre une attestation d'hébergement et un contrat de bail. Une attestation d'hébergement, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un vous fait un papier et il dit dans le papier par exemple qu'il va vous héberger chez lui. Et le contrat de bail, c'est le papier que le propriétaire de maison vous donne quand vous louez une maison. Quand vous avez le contrat de bail, c'est que vous avez loué une maison pour vous-même. Vous n'êtes pas hébergé par quelqu'un. Lorsque vous avez une attestation d'hébergement, c'est que c'est peut-être un membre de votre famille, un ami et tout, qui décide de vous héberger. Celui qui décide de vous héberger, c'est lui qui fait l'attestation d'hébergement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ces deux thèmes, lettres d'hébergement et contrat de bail, parce que je vais faire une vidéo où je vais comparer les deux et je vais dire qu'est-ce qui marche le mieux. Donc, encore une fois, activez la cloche de notification pour ne pas la rater. Ok, donc dans le volet hébergement, vous aurez à mettre, si vous êtes hébergé, l'attestation d'hébergement, le titre de séjour de la personne qui va vous héberger. Ça, c'est si la personne est étrangère. Si la personne est française, la personne qui vous héberge est française, vous allez mettre sa pièce d'identité. Vous allez aussi mettre une facture qui porte le nom de la personne et qui confirme l'adresse. Si par exemple, la personne habite à 25 rue de Bouchard, c'est un exemple tout bête, et que la personne s'appelle Koné Ibrahim, faudrait qu'il puisse avoir une facture où c'est écrit dessus Koné Ibrahim et on voit que son adresse là, c'est vraiment 25 rue de Bouchard. En fait, la facture, c'est juste pour confirmer que la personne habite bien à cette adresse. Parce que quand on voit les trucs par la poste là, si tu n'habites pas là, ils vont pas déposer. Donc ça confirme. N'est-ce pas? Donc, en troisième position, la personne va ajouter une quittance ou 3 dernières quittances même. Les quittances, comme je le disais, ça peut être une facture téléphonique, ça peut être une facture d'électricité, ça peut être une facture d'eau, ça peut être les 3 dernières quittances de loyer, c'est-à-dire les reçus de paiement de son loyer. Maintenant, si la personne veut donner beaucoup plus d'informations quant à la dimension de sa maison, la personne peut ajouter son contrat de bail. Et ça, je le recommande fortement parce qu'il y a des conditions par rapport aux hébergements. Si quelqu'un doit vous faire une lettre d'hébergement, il doit avoir un logement de minimum 18 mètres carrés. Mais ça, je ne vais pas développer ici. Comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo comparative où on va développer. Donc, cloche de notification. Maintenant, pour ceux qui ont un contrat de bail, là, c'est relativement plus simple. Voilà, si vous louez une maison pour vous-même, vous allez juste ajouter votre contrat de bail qui porte votre signature et la signature du propriétaire. Et vous allez ajouter la pièce d'identité du propriétaire. C'est tout. On ne vous demandera pas autre chose. Maintenant, pour ceux qui auront des documents en dehors de l'attestation d'hébergement et en dehors du contrat de bail, je vous conseille fortement de ne pas l'utiliser pour votre demande de visa. C'est-à-dire tout ce qui est attestation de réservation de logement, attestation de réservation d'hôtel. Non, ce qui montre que vous avez un logement, c'est un contrat de bail. Ou sinon, dans le cas contraire, vous êtes hébergé et vous avez une attestation d'hébergement. Mais les attestations de logement où on dit non, il y a un logement qui vous attend quand vous allez arriver en France et tout, ça ne marche pas. La réservation d'hôtel, tout ça là, c'était des choses qui marchaient avant, vers 2016, où les gens faisaient réservation d'hôtel de 2 semaines et puis ça marchait. Maintenant là, tout le monde connaît Campus France, tout le monde veut partir en France. Donc il y a beaucoup de personnes, donc eux aussi doivent réduire le nombre de personnes qui vont prendre. C'est logique. Donc si vous partez vous amuser à mettre des choses qui sont ni contrat de bail, ni lettre, ni attestation d'hébergement, c'est que franchement, soyez très chrétiens, soyez les enfants préférés de Dieu. Parce que dans 80% des cas, vous n'allez pas avoir le visa réel. Ok? Maintenant, pour la partie preuve financière. La partie preuve financière, vous avez le choix entre un garant ou vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez être vous-même votre propre garant. Et la troisième option, c'est si vous êtes boursier. Mais boursier, là, franchement, pour France, là que ça existe. Mais ils ne sont pas nombreux. Donc, vous avez le choix entre un garant financier, entre vous-même qui est votre propre garant et bourse, je ne vais pas parler de ça. Si vous avez opté pour un garant, le garant c'est celui qui va vous prendre en charge. C'est obligé de justifier partie financière là-haut. Si vous n'avez pas garant, vous devez avoir l'argent sur vous-même votre compte qui porte votre nom. Donc vous n'avez pas le choix. Hein? Pour la partie garant financier, si votre garant réside en Afrique, il doit fournir attestation de travail. S'il est fonctionnaire, ces 3 dernières fiches de paie. Il doit fournir ces 3 derniers relevés bancaires. Il doit fournir
sa carte nationale d'identité ou passeport, en tout cas une pièce d'identité. Et il doit fournir une attestation de virement irrévocable. Si vous vous trouvez en Afrique et que votre garant est en Afrique, l'attestation de virement irrévocable est obligatoire. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est, quand ils entendent attestation de virement irrévocable, ils pensent à compte bloqué. Non, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin d'avoir un compte bloqué pour pouvoir faire une attestation de virement irrévocable. Je vais d'abord expliquer ce que c'est que l'attestation de virement irrévocable pour les nouveaux. L'attestation de virement irrévocable, comme vous l'entendez, c'est une attestation, c'est-à-dire c'est un papier qui atteste qu'il y a des virements qui sont irrévocables, qui sont programmés. Irrévocable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas annuler. C'est un papier qui montre que votre garant, il a décidé de vous envoyer de l'argent chaque fin du mois et que ces virements-là sont programmés déjà sur son compte et qu'il ne peut plus les annuler. Vous voyez, non? Donc, quand c'est comme ça, le consulat est sûr que virement là, si ça doit partir vers vous, votre compte que vous allez ouvrir en France, vous allez forcément le recevoir parce que ce n'est même plus en lui son pouvoir de pouvoir l'annuler en fait. Il n'a même plus le pouvoir dessus de pouvoir l'annuler. Donc, en quelque sorte, c'est une sorte de garantie. Parce que si on ne peut pas annuler, le consulat est convaincu que vous allez recevoir l'argent. Même si en vrai, ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'argent là. Hein. C'est pas tout le monde. Mais comme ils aiment croire tout ce qui est sur papier, on leur fournit papier là. Mais dans les faits, c'est autre chose. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça l'attestation de virement irrévocable. Moi, je vais prendre mon cas simple. Hein. Moi, mon papa, il était mon garant quand moi je partais en France. Voilà. Il était mon garant quand moi je partais en France. Et vu que il est garant africain résident en Afrique, la précision, j'ai dit garant africain, mais garant africain qui réside en Afrique. C'est lui qui doit fournir obligatoirement AVI. Donc, vu que mon papa il réside en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fourni attestation de travail, il a fourni ses 3 dernières fiches de paie, il a fourni ses relevés bancaires, il a ajouté attestation de revenus. Attestation de revenus, c'est pas tout le monde qui a ça, c'est seulement ceux qui ont les primes. Donc ça, je vais pas parler de ça. Il a ajouté son attestation de revenus, il a mis sa carte d'identité et puis il a fait une attestation de virement irrévocable. L'attestation de virement irrévocable part de lui, son compte, vers un compte que moi, je devais ouvrir en France. Donc, comprenez que quand on dit attestation de virement irrévocable ou AVI, ce n'est pas compte bloqué. N'importe quelle personne peut vous faire une attestation de virement irrévocable dans sa banque. C'est juste que l'argent va quitter d'un point A vers un point B. Le point A, là, ça peut être votre papa, ça peut être un compte que vous-même vous avez ouvert dans votre pays. Et le point B, c'est le compte que vous allez ouvrir en France. Donc, vous voyez que le point A, ça peut être n'importe quoi. Voilà, donc n'associez pas attestation de virement irrévocable à compte bloqué. C'est pas pareil. Donc, ça, c'est pour le garant africain vivant en Afrique. Il doit fournir attestation de travail, 3 dernières fiches de paie, 3 derniers relevés bancaires, pièce d'identité et en dernière position l'attestation de virement irrévocable. Pour le garant qui réside en France, même s'il est africain, lui, il n'a pas besoin de faire d'AVI. Il va fournir ses 3 dernières fiches de paie, il va fournir son avis d'imposition, parce que ça c'est obligatoire. Il va fournir sa pièce d'identité. La pièce d'identité, c'est s'il est français. S'il n'est pas français, il devra fournir obligatoirement un titre de séjour. Ok? Donc, 3 dernières fiches de paie, avis d'imposition, titre de séjour s'il est étranger ou pièce d'identité s'il est français et une attestation manuscrite de prise en charge. La légalisation n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Dans tous les cas, on va encore en reparler. Ne vous inquiétez pas pour ça. Restez abonnés, vous allez comprendre. Pour ceux qui ont des garants qui sont entrepreneurs, vous allez fournir, s'ils sont entrepreneurs mais dans leur pays, en Afrique par exemple, vous allez fournir leur registre de commerce, leur déclaration fiscale d'existence, leur, comme on appelle, papier qui montre qu'ils payent leurs impôts. Vous allez fournir leurs 3 derniers relevés bancaires. Vous allez fournir leur pièce d'identité et une AVI, attestation de virement irrévocable. Bien, ça, c'est ce que doit fournir un garant entrepreneur, commerçant ou un garant qui fait une profession libérale qui vit en Afrique. N'oubliez jamais de mettre attestation de virement irrévocable quand la personne qui vous prend en charge se trouve en Afrique. Maintenant, pour ceux qui ont des garants financiers qui se trouvent en Europe et qui font des professions libérales ou qui sont aussi entrepreneurs, leurs garants devront fournir ce qu'on appelle un extrait CABIS. L'extrait CABIS, c'est l'équivalent du registre de commerce. Donc, ils devront fournir leur extrait
CABIS. Ils devront fournir les 3 derniers relevés bancaires. Ils devront fournir leurs pièces d'identité. S'ils sont étrangers, ils devront mettre leur titre de séjour. S'ils sont français, ils devront mettre leurs pièces d'identité. Ils devront fournir les papiers qui montrent que l'entreprise paye ses impôts et qui montrent que eux-mêmes, en tant que citoyens, payent leurs impôts. Et ils devront ajouter l'attestation de prise en charge de 615 € minimum. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour pouvoir noter. Voilà. Après ça, il y a ceux qui n'ont pas de garant, mais qui ont l'argent sur un compte bancaire, qui veulent se prendre eux-mêmes en charge. Ça, c'est possible. Dans votre cas, vous allez soit utiliser un compte épargne, soit un compte bloqué. Et dans le compte, il doit avoir au minimum 5 millions. C'est ce qu'il doit avoir au minimum. Si vous utilisez un compte épargne, on va vous demander l'attestation de solde du compte. Ce qui va prouver qu'il y a de l'argent dessus. Voilà. Et après ça, vous allez fournir ce qu'on appelle encore attestation de virement irrévocable. Si le compte est domicilié en Afrique. C'est-à-dire que vous-même, votre propre compte, il y a besoin de ça aussi. Donc, dans tous les cas, quand dans une phrase, il y a prise en charge et puis il y a Afrique dedans, dites-vous que c'est attestation de virement irrévocable. Que ce soit compte bloqué ou garant financier. Dites-vous ça. Donc, si pour la dernière option, vous souhaitez vous prendre vous-même en charge, vous faites juste un compte qui porte votre nom où vous allez mettre dessus 5 millions bien calé et vous allez faire maintenant une attestation de virement irrévocable. Où est-ce qu'on fait l'attestation de virement irrévocable? C'est à la banque. Voilà. Mais de préférence, allez chez Studeli, quoi. On va en parler dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos, je vais aussi vous montrer entre le garant et puis le compte bloqué, qu'est-ce qui marche le mieux. Je vais aussi parler de entre l'attestation d'hébergement et le contrat de bail. Qu'est-ce qui marche le mieux? Et après, vous pourrez faire votre procédure. Ce ne sera pas long. Donc d'ici là, restez abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification, sinon vous allez tout rater. Et puis, on s'attrape pour une prochaine vidéo.